Bonjour tout le monde, bienvenue à la première de l'Aéro Show, le podcast où on parle d'actualité aéro. Également, on a des personnalités de renom qui vont nous parler de leur vision de l'aéronautique d'aujourd'hui, de demain et de leur parcours inspirant. Aujourd'hui, j'ai Robert de Sogeclair qui nous parle en premier lieu de Sogeclair. Qu'est-ce que c'est Sogeclair, Robert? Puis, tu vas nous parler de ton parcours personnel au niveau de l'aéronautique, à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce que tu as fait au cours de ces nombreuses années dans le domaine de l'aéronautique? Est-ce que tu as vu les changements que tu as pu voir au cours des différentes transitions que l'aéronautique a connues? Puis voilà, discussion ouverte. Fait que Robert, je t'invite à te présenter et nous parler un petit peu là, de Sogeclair brièvement. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Sébastien. Alors Sogeclair, je vais commencer par ça. Sogeclair, on est une entreprise dans le domaine de l'ingénierie et des produits aéronautiques. Donc, on représente un groupe de 1200 personnes sur la planète, principalement situées en Europe, en Inde, en Australie, au Canada et aux États-Unis. Et on fait des produits d'intérieur d'avions d'affaires, donc des monuments, des mécanismes. On a aussi du R&D qui sont pour nos clients, où on fabrique, on produit les clients. On produit des produits pour les clients. Première division. Et au Canada, on a aussi un service d'ingénierie qui, lui, va offrir des services d'ingénierie de toutes sortes, que ce soit de la conception, du manufacturing engineering, des calculs de stress, de la certification, tout ça, pour les grands joueurs aéronautiques, pas seulement à Montréal, mais partout au monde. Donc, les grands joueurs aéronautiques, on sait, sont États-Unis, Canada, Amérique du Sud, en Europe également, en Asie. Bref, on est partout dans ce domaine-là. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je suis avec l'entreprise Sogeclair, mais comment tout ça a débuté? Alors je recule vraiment loin et déjà à 4 ans, je savais que j'aimais les avions et c'est tellement loin que je me souviens plus pourquoi j'aime les avions. C'était comme ma première passion et je l'ai toujours gardé. Alors là, je fais un fast-forward. Alors, quand c'était pour moi venu le temps de choisir une école ou un métier, c'était clair que ça allait être en aéronautique. Un peu comme tous les jeunes garçons de mon âge, à un moment donné, je voulais être pilote, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres métiers qu'être pilote. Et finalement, j'ai décidé de me diriger vers une école spécialisée en aéronautique ici à Montréal, dans laquelle j'ai appris comment on fabrique des avions, donc comment on les design, comment on les fabrique, comment on les teste, tout ça. Et c'est un programme de 3 ans. Et suite à ça, à cette école-là, c'était la première année qu'ils ont décidé de mettre sur pied un programme de stage. Alors, j'ai embarqué là-dedans et j'ai eu mon premier stage à ma dernière session d'école. Alors, je suis rentré travailler chez un gros avionneur de la région de Montréal. Et après mon stage, j'ai tout simplement été voir mon patron et je lui ai dit, je ne veux pas quitter. Mon stage est terminé, mais moi je veux rester. Et j'ai eu la chance de pouvoir rester et de faire une carrière qui aujourd'hui est rendue plus de 30 ans en aéronautique. Alors ça, c'est pour moi au niveau personnel. Maintenant, au niveau professionnel, j'ai exercé des métiers techniques sur les avions. Donc, le métier d'agent méthode pendant presque une dizaine d'années. Et à travers ces dizaines d'années-là, évidemment, au début, tu apprends. À l'école, tu apprends. On te forme pour le marché du travail, mais tes premières années sur le marché du travail, tu apprends comment ça se passe réellement. Et au courant de ces 10 années-là, de temps en temps, on me donne des projets de plus en plus complexes, des trucs comme ça, jusqu'à un moment donné où je prends le leadership d'un petit groupe méthode. Et à un moment donné, on me dit, Robert, tu es prêt pour être un superviseur? Alors, c'est mes premières expériences en supervision. Et évidemment, j'avais quand même le leadership. Je voulais grandir dans la compagnie. Et j'avais 2 choix. Soit que j'attendais que mon patron, lui, change de travail et je prenais sa place, ou que j'allais gérer différents groupes sur les avions. Alors, j'ai géré des groupes de méthode. J'ai géré des groupes d'ingénierie design, ingénierie support à la production. Et ensuite, j'avais jamais fait les essais fonctionnels. Alors, bon, j'ai été gérer un groupe qui s'occupait des essais fonctionnels, donc les ground tests, certains flight tests. Ensuite, on me dit, Robert, est-ce que tu veux aller essayer un poste en liaison ingénierie? Donc, j'ai été en liaison ingénierie en avionique, que je n'avais pas étudié, mais en avionique, en électrique, en système d'avion.
Et là, mon équipe devait répondre aux problèmes qui se passaient sur l'avion, soit en vol, ça, et les clients avaient des commentaires et nous, on devait solutionner les problèmes. Et dans mon plan de carrière, je voulais devenir manager méthode ingénierie et même dans les comités de direction. Par contre, l'opportunité qui s'est présentée à moi, c'était un poste de manager, mais en production. Alors, j'ai décidé de prendre le challenge. J'étais allé en production et j'avais la responsabilité pour 2 modèles d'avions, de fabriquer des fuselages et de fabriquer des ailes. Et ce que je donnais à mon partenaire interne, je lui donnais pour chacun des 2 types d'avions un fuselage et une aile. Et lui, ce qu'il faisait, il complétait l'avion et ensuite, sur la ligne finale, on faisait les tests tout ça, et on les livrait aux clients. Alors, c'était pas dans l'endroit où je croyais, mais ça m'a fait vraiment grandir beaucoup. Et finalement, après ça, le poste que je visais, c'est celui que j'ai eu, qui était celui de directeur méthode ingénierie. Et ça, c'était parmi un gros avionneur à Montréal. Et par la suite, j'ai changé pour aller avec l'entreprise Sagiclair. Je voulais personnellement essayer une plus petite entreprise où ton pouvoir de leadership, tu pouvais l'appliquer sur beaucoup de domaines. Puis pour moi, c'est quelque chose que je voulais essayer et pas à ma fin de carrière me dire peut-être que j'aurais dû, tout ça. Alors, j'ai pris 1 an de réflexion et maintenant, j'ai fait le saut vers Sagiclair qui me plaît vraiment beaucoup depuis presque les 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'occupe un poste qui est à la fois comme conseiller technique, mais j'ai aussi migré vers des postes qui sont plus dirigés vers les opérations et les ressources humaines. Donc aujourd'hui, je suis en charge du recrutement pour tous les postes au Canada et j'ai aussi la direction de toutes les opérations de l'impartition qui représentent environ 1/3 du chiffre d'affaires. Alors, je vous ai résumé un 32-33 ans en 4-5 minutes. Bien, d'abord, je veux dire, Robert, c'est un CV qui est fort impressionnant. Puis, d'abord, tu as un parcours aussi qui est impressionnant. Mais ce que je retiens aussi, c'est plus de 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience dans le domaine, plus ou moins? Pas plus ou moins. Pas plus ou moins. Au moins 30. Au moins 30. En 30 ans, d'abord, tu as vécu différents cycles de l'aéronautique, différents changements aussi importants. Absolument. Entre autres, on parle de numérisation. En fait, je vais te poser la question différemment. Quels sont les changements que l'aéronautique a connus qui ont été qui ont impacté peut-être davantage ta carrière ou qui ont impacté davantage l'industrie, puis comment tu t'es adapté à ça? Fait que tu peux prenons ça du début, comment ça fonctionnait, est-ce que c'était sur papier crayon, puis après ça, il y a eu une numérisation. Donc, présente-moi tout ça. Effectivement. Alors, à une époque donnée, j'avais des cheveux, mais ce qu'on faisait, les activités ou les opérations pour la fabrication des avions, c'était très manuel. Alors, à l'époque où j'ai débuté, il y avait encore des dessins qui étaient faits de façon manuelle sur les grandes planches à dessin. On avait des documents qui étaient encore avec papier carbone. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, tout ça. Et chez le grand avionneur où j'ai travaillé, le leadership était encore plus européen. Et la première transition qu'on a vécue, c'est la transition du leadership européen à du leadership plus local. Donc ça, ce que ça l'a amené, une saveur différente, puis ça l'a amené une dynamique différente entre les gestionnaires et les équipes. Donc c'était vraiment plus soudé qu'auparavant. Ensuite, à peu près à la même époque, les grands avionneurs se sont rendus compte qu'ils devaient mettre les clients au devant des choses. Alors, l'industrie a comme changé pour vraiment entrer le client au centre de ce qu'on mesurait opérationnellement pour satisfaire. Quand tu dis les clients au cœur des actions de l'entreprise, ça consistait parce que comment c'était auparavant? C'était quoi? C'était davantage, c'était un peu plus... J'exprime bien, c'est un peu plus le bordel, c'était moins structuré? Je vais utiliser le mot moins structuré, puis on ne mesurait pas notre performance versus ce que les clients demandaient, que ce soit en livraison à temps, que ce soit en qualité, on mesurait beaucoup moins. Et quand on a fait la transposition de mettre le client au centre, alors on s'est donné des cibles
pour être sûr que maintenant, c'était inacceptable de livrer un avion au client en retard. Et on a commencé à centrer nos opérations pour être certain de satisfaire les demandes du client, tant au niveau cédule qu'au niveau technique. Et quand tu fais ça, c'est que ton organisation se transforme en une organisation de performance et qui donne une vision de on veut satisfaire le client et maintenant, les décisions que tu prends sont faites en fonction de satisfaire le client. Ça. Et je ne parle pas beaucoup de la qualité, mais on s'entend que la qualité demeure toujours présente et ce n'est jamais mis de côté. Ça fait toujours partie intégrante du produit et des processus. Et ça l'a toujours été. Mais à travers ça, la qualité, quand tu mets le client d'avant, c'est que tu changes ton mindset. Et là, tout le monde a le même mindset. Quand tu as un problème sur l'avion, alors tu as un mindset de on va le solutionner. Puis la solution qu'on met en place, est-ce qu'elle va satisfaire le client? Est-ce que non seulement elle va satisfaire les requis de certification de Transport Canada ou de la FAA, mais est-ce qu'elle va satisfaire le client? Puis si on se met à la place du client, est-ce que je serais satisfait avec la réparation qu'on vient de faire? Et parce qu'à une époque, avant ça, c'était un peu plus... Ça me donne l'impression d'une industrie, mais à travers les fabricants d'aéronefs, qui était moins structuré, qui était plus... c'est un peu plus disparate, c'est un peu plus... voici l'avion, you take it or leave it, puis ça remplit les critères de Transport Canada, puis ça remplit les certifications qui sont nécessaires, mais après ça, c'est... voilà, tu prends ton avion, tu l'as comme ça. Ça l'a toujours rempli les critères de Transport Canada. Ça, jamais dans les entreprises où j'ai travaillé, jamais quelqu'un a lésiné sur ces critères-là. Mais je trouve le plus grand changement, c'est que ça aligne les processus et que c'est un petit peu, on vient de terminer les Olympiques, alors c'est un petit peu si tu as 8 personnes dans un canot et il y en a un des 8 qui, lui, rame du mauvais côté. Alors, ce que ça fait quand tu mets le client puis tu mets ta vision et que tu indiques à toute ton organisation, voici ce pourquoi on travaille, voici ce qui est une valeur ajoutée pour le client, tout ça, ça l'aligne, ça donne une cible aux gens et ça l'aligne et là, tes équipes commencent à ramer tous dans le même sens. Puis, généralement, tu risques d'arriver à la ligne d'arrivée plus tôt et en bien meilleure position si tu fais ça. Donc, c'est un petit peu la relation que je fais avec ça. Et évidemment, les processus étaient quand même très structurés quand on était en mode plus manuel, papier, parce qu'on n'avait pas nécessairement des systèmes d'ordinateur pour un peu avoir un filet de sûreté. Alors, les processus étaient très structurés, mais ils étaient manuels. Alors, les temps de cycle pour effectuer des trucs, exemple pour designer un avion, ça prenait beaucoup plus de gens, ça prenait beaucoup plus de skills ou de compétences, ça prenait plus de temps, ça prenait plus d'espace. Et tout ça, quand tu veux développer un avion, bien, quand on a eu l'avènement des logiciels, si ce n'est que les ordinateurs, au début, nous, on avait un ordinateur pour 10 personnes. Alors, c'est pas très loin. J'ai pas 110 ans. C'est pas très loin. Mais aujourd'hui, l'avènement ou la digitalisation, elle se fait en pouvant améliorer les processus et en rendant les gens efficaces. Alors là, quand tu rajoutes tous les logiciels de CAD pour le design, tu rajoutes tous les logiciels de ERP pour la gestion du supply chain, bref, il y a des milliers de logiciels. Alors, tu es capable d'optimiser tes processus, puis d'optimiser tes temps de cycle, et tu es capable, en faisant ça, que tes gens se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. Et là, tout de suite après l'avènement ou le changement des ordinateurs et des logiciels de CAD, alors là, tu t'en vas en digitalisation. Alors, il n'y a presque plus rien de papier. Et là, tu peux commencer à optimiser tes processus. Et quand tu optimises tes processus, tout le monde est gagnant et tu utilises ta main-d'œuvre de façon efficace pour, justement, les gens qui se concentrent sur les tâches à valeur ajoutée. Et quand tu maîtrises un processus, tu peux, en digitalisant et en optimisant, t'assurer que si tu fais quelque chose et que tu ne fais que recopier, bref, l'ordinateur peut le faire pour toi. On va prendre ton temps et on veut que tu sois créatif, on veut que tu sois quelqu'un qui va emmener des solutions, tout ça, et donc on veut que tu utilises plus ton pouvoir cérébral
pour faire en sorte que tu te concentres sur des choses qui vont améliorer l'avion. Et quand tu veux améliorer une ligne de montage, tout ça, bien c'est de cette énergie-là que tu as besoin versus remplir des documents. Comment les gens ont réagi des fois? C'est genre, avec juste aujourd'hui, tu implantes un nouveau logiciel, tu veux changer un logiciel RH. Parfois, juste ça, implanter ça, c'est complexe implanter ça dans une nouvelle organisation. À l'époque, quand les gens étaient habitués crayon papier, le passer au numérique, est-ce que tu te souviens un peu, est-ce qu'il y a eu des réticences? Comment ça s'est passé? C'est sûr qu'il y a eu des réticences parce que dès qu'on parle de changement, alors il y a automatiquement un certain niveau de réticence. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Alors ça, c'était vraiment une des craintes que les gens devaient apprivoiser et on avait à mettre beaucoup d'emphase sur non, le vrai item, c'est que oui, on veut que tu fasses ta tâche de façon plus efficace, donc forcément, tu vas la faire en moins de temps et forcément, tu pourrais penser qu'il y a moins de travail, mais c'est l'inverse. C'est qu'on va te libérer du temps pour penser, pour faire les choses différemment, puis encore aller plus loin, puis encore pousser. Et là, tu as une croissance d'entreprise, tant au niveau technique, technologique, et tout ça qui est vraiment phénoménal, qui fait en sorte que quand les gens ont compris que finalement, que le temps qu'ils vont faire, ils vont prendre pour faire une tâche, ça n'éliminera pas des emplois, ça va même créer des trucs pour optimiser. Une fois que ce déclic-là est fait, alors ça, c'est la plus grande barrière majeure. Évidemment, d'autres craintes qu'on a eues, c'est que c'était pas tout le monde qui était nécessairement prêt ou qui était habile à aller dans un mode plus technologique. Donc, il y en a qui ont dû, évidemment, réapprendre certaines choses que ça faisait longtemps qu'ils faisaient de façon naturelle, manuelle et qui ne s'étaient pas remis en question. Et là, maintenant, tu as un nouvel outil. Comment ça m'a fait? Attends, je ne suis pas certain. Je n'ai jamais touché à un ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire? Tout ça. Alors, les jeunes qui sortaient de l'école, comme moi, on avait été initiés quand même, mais les gens qui étaient là depuis un certain nombre d'années, eux autres, c'est certains qui ont eu ces craintes-là. Là. Ça rappelle un peu ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la robotisation. Tu sais, à l'époque, c'était l'informatisation. Puis là, aujourd'hui, robotisation, avènement d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, ça craint il y a plusieurs personnes qui craignent pour leur job, là, qui se posent la question, est-ce que ça va impacter mon emploi? Est-ce que je risque de perdre mon emploi? Mais au final, ce que j'en retiens de ce que tu exprimes-là, c'est que c'est pour permettre à l'entreprise d'aller chercher, oui, davantage d'efficacité, davantage d'efficience, puis d'être plus performant, puis de faire en sorte que les gens qui font le métier puissent vraiment être sur des tâches à réelle valeur ajoutée, pas juste copier-coller un dessin, par exemple. Puis si on remet le client dans tout ça, si on est capable de faire tout ça et de livrer des produits ou des services à un client, que ce soit des dessins d'ingénierie qu'on lui donne, que ce soit des cahiers de montage méthode, que ce soit une partie d'avion ou que ce soit un meuble, tout ça. Si on est capable de le livrer de façon efficace, tout ça, on va être capable de contrôler nos coûts, on va être capable de faire un paquet de choses et à un moment donné, pourquoi le client irait voir ailleurs? On va devenir les meilleurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'approcher et c'est-à-dire, on veut que les clients viennent automatiquement chez nous. On veut que les clients aillent voir les meilleurs. Et pour devenir dans les meilleurs, tu ne peux pas accepter le statu quo. Et j'ai toujours une expression qui dit, s'il n'y avait pas eu d'évolution, la roue qu'on connaît aujourd'hui, elle serait probablement encore carrée. Ah, écoute, pour demeurer dans les expressions, moi je dis, c'est mon père qui dit, les espèces qui ne savent pas s'adapter s'éteignent. Puis, on a juste à regarder certains magasins qu'on avait ici au Québec. Tout le monde se souvient de Pascal, de distribution aux consommateurs, de Sears, et ça. Et aujourd'hui, ils sont plus là. Donc, quelqu'un ou une entreprise ou un individu, parce que ça s'applique tant aux entreprises qu'aux individus qui veulent évoluer, si tu acceptes ton statu quo et que tu ne veux pas t'améliorer ou changer rien, fort probablement que à long terme, c'est pas viable et voilà. Et tu vas être malheureux parce que l'entreprise s'en va dans une direction et toi, tu vas comme avoir le sentiment d'être toujours un peu en recul, puis un petit peu de courir à l'arrière. Mais l'évolution, c'est la clé. Pourquoi? Parce que pourquoi faire une chose aujourd'hui pareil comme on la faisait il y a 10 ans? Donc, il n'y a aucune chance de s'améliorer. Alors, l'amélioration continue. Alors, la prochaine grande transformation qu'on a vécue, après ça, c'est qu'on a misé sur des systèmes de performance d'excellence et d'amélioration continue. Et c'est devenu correct
de se remettre en question et de pouvoir remettre en question la façon dont on le fait et de trouver des nouvelles façons. Et dans la nouvelle façon, quelques années après, on va se remettre encore en question. C'est comme une roue. Et l'amélioration continue, c'est comme en anglais, c'est un journey, donc c'est pas une destination, c'est comme un voyage que tu fais, mais pour lequel tu n'arriveras jamais à destination parce que tu peux toujours améliorer en amélioration continue tes processus, tes procédés, tes produits, tes services, tes gens, de la façon dont tu formes tes gens. Et on a juste à penser à la formation des gens, on a juste à penser aujourd'hui au recrutement où il y a de l'intelligence artificielle. Bref, et tout ça, bon, ça va quand même vraiment vite. Donc, ça prend des gens qui sont aptes au changement. C'est bon ce que tu me dis là, parce que du côté d'Aéro-Emploi, parce que ce qu'on voit de temps en temps, là, présentement, c'est des personnes, disons, qui sont parties à la retraite, des jeunes retraités, qui veulent retourner. Souvent, ils étaient dans des grandes entreprises avec des environnements syndiqués, puis ont fait la même chose de façon pendant de nombreuses années. Ils ne sont pas nécessairement actualisés. Puis là, aujourd'hui, le gap qu'ils ont perdu, les 5 années qu'ils ne travaillent plus, par exemple, ils veulent revenir, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'actualiser, puis à rester au goût du jour, puis rester informés des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Puis il y en a plusieurs que dans leur carrière, ils ne se forment pas suffisamment, ils ne font pas assez de formation continue. Et lorsqu'ils quittent un emploi et veulent se réorienter, ça devient hyper difficile parce qu'ils ne sont plus actuels par rapport aux exigences. Et ça va tellement vite aujourd'hui que quelqu'un qui est semi-retraite, retraite et qui décide 5 ans après de tenter de revenir sur le marché du travail, on se souvient des avions, comment ils étaient construits dans les années 60, dans les années 70, avec les Boeing, Airbus, c'était le début des années 70 avec l'Airbus 300, tout ça. Et la façon dont on construit aujourd'hui, c'est plus les mêmes matériaux, il y a des nouveaux matériaux, il y a des composites, tout ça qu'il n'y avait pas avant. Il y a des façons de calculer des stress, il y a des façons de faire qui n'existaient pas avant. Et souvent, même à l'intérieur d'une même fonction, les gens doivent se tenir au courant de tout ce qui se passe sur le marché, de la veille technologique, tout ça, parce que les procédés et les processus changent vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des avions aujourd'hui qui sont presque entièrement en composite. Oui, peut-être plus pour orienter les gens un petit peu, il y a des écoles de formation, l'ENA pour la nommer, qui offrent des fois des formations courtes maintenant. C'est des formations qualifiantes de quelques heures, mais au moins ça te permet, en fait, tu n'obtiendras pas un DEC, un nouveau diplôme collégial avec ça, mais au moins c'est juste pour des formations qui te permettent de t'actualiser. Ça, c'est... Oui, puis souvent, ces formations-là sont pas très dispendieuses, exact. Et à ne pas oublier pour les entreprises, c'est souvent, tu peux avoir des subventions lorsque tu prends de la main-d'œuvre ou un skills ou quelque chose et que tu mets un plan pour garder cette compétence-là. Je m'excuse pour le mot skills, mais pour les compétences, tout ça. Et là, tu mets en place des plans qui te garantissent de garder ta main-d'œuvre et de l'actualiser. Et ça, les gouvernements, ils aiment vraiment ça parce que tu gardes des gens en emploi et tu es subventionné pour ça. Non seulement tu es subventionné, donc ta formation te coûte moins cher, mais en plus, les gens en entreprise aujourd'hui, une des raisons principales pourquoi les gens changent d'entreprise, c'est qu'ils disent « j'ai pas eu de possibilité d'évolution ou de pouvoir me développer ». Alors, quand tu fais ça, c'est non seulement tu gardes les employés contents, tu gardes les employés à jour sur leurs compétences, ils en développent des nouvelles, donc ils peuvent prendre des nouveaux projets, tout ça. Puis ça donne, une culture qui est basée sur la formation continue, puis sur les compétences. Alors, finalement, tout le monde y gagne. Et voilà. Non, c'est intéressant, Aubin. Puis, je veux revenir, pendant qu'on est sur le sujet de la formation, parler un petit peu là, que toi, initialement, tu voulais être pilote. Et je fais un petit retour. Quand tu avais 10 ans, quand tu étais jeune. Mais je veux savoir un petit peu aujourd'hui, là, les jeunes qui qu'est-ce qui se lancent en aéronautique? Souvent, on dit que les écoles de formation ont beaucoup de difficultés. Perso, moi, j'ai mon avis là-dessus. Là. Pourquoi certaines écoles ont plus de difficultés ou certains programmes ont plus de difficultés que d'autres. Mais je voudrais savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce qui fait, c'est quoi les réticences que les jeunes ont par rapport à l'aéronautique quand tu leur parles? Pourquoi ils disent « Ah, finalement, je ne choisirais pas l'aéronautique ».
Je pense que la première chose qui ressort, parce que moi, de façon personnelle, je participe beaucoup à des journées pour parler aux jeunes, puis les inciter à aller en aéronautique, de façon personnelle et volontaire. Je le fais aussi en collaboration avec l'ENA, tout ça. Et la première variable, c'est souvent les parents qui l'ont, parce que les jeunes viennent visiter, puis bon, sont en train de se chercher un travail ou un futur emploi ou une future profession. Et là, les parents sont là. Ouais, mais l'aéronautique, c'est pas stable. Alors ça, c'est probablement ce qu'on entend le plus possible. C'est vrai, en aéronautique, c'est cyclique. Alors, quand tu développes un avion, tu as du travail de développement, ensuite, elle rentre en production, ensuite tu rentres en phase d'optimisation des processus. Mais généralement, là, tu redescends un peu, mais là, tu as un nouveau programme qui... Tu sais, l'aéronautique, c'est toujours cyclique, mais honnêtement aussi, c'est que les parents et les jeunes, ils entendent beaucoup la publicité. Puis, le monde est skié aujourd'hui. On n'a qu'à penser qu'à la publicité des Olympiques. Bref, c'est pas toujours du bon qui sort nécessairement. Et souvent, les premières nouvelles que tu entends, c'est celles qui sont un petit peu moins reluisantes. Et on oublie il y a un paquet de bons trucs, il y a un paquet de bonnes choses, mais ceux-là, on les entend moins. Alors moi, ce que je fais, mon approche, c'est vraiment de prendre les parents et les jeunes, leur dire « OK, écoutez, oui, vous entendez ça, mais voici comment ça se passe et tout ça. » Puis de les rassurer. Certaines, je crois que c'est Aéro Montréal, publie des données, des statistiques. Et quand on regarde sur un horizon de 10, 15, 20 ans, il prévoit des dizaines de milliers d'emplois qu'on va avoir à pourvoir, que ce soit pour remplacer des gens à la retraite, que ce soit pour les croissances. Et c'est phénoménal le nombre de gens qu'on va avoir besoin, que ce soit des pilotes, des gens qui font la maintenance, que ce soit des gens en avionique, que ce soit des gens qui vont fabriquer les avions, que ce soit des ingénieurs, des agents méthodes. C'est vraiment phénoménal le nombre d'emplois qu'ils prévoient avoir de disponibles. Et la deuxième variable, c'est que les avionneurs, bref, les prévisions, on prévoit d'avoir besoin de plus en plus d'avions sur le marché. Et les quantités, des fois, on dit, on va avoir besoin de 25 000 avions. Alors, 25 000 avions, c'est pas rien. Alors, tout ça, tu as les flottes d'avions qui vieillissent, alors ils doivent être remplacés. Puis tu as les croissances, tu as des pays qui maintenant ont plus d'argent qu'ils n'en avaient. Donc l'économie se développe, tout ça. Et les prévisions en termes d'avions requis sur le marché et en termes d'emploi sont vraiment incroyables. Puis ça, quand tu dis de l'avion livré sur le marché, parce que je pense présentement au Québec, en date d'aujourd'hui, on est présentement au mois d'août 2024. Les billets d'avion sont à rabais, c'est pas trop cher parce que les gens ne voyagent pas beaucoup. T'sais. Mais sur une vision à long terme, toi, tu penses, en fait, selon les statistiques que tu as vues, c'est que, en fait, c'est pas nécessairement, il ne faut pas penser au Canada, aux États-Unis seulement. C'est que les avions, c'est d'un point de vue global, il y a des pays qui deviennent plus riches. Puis ces gens-là vont voyager davantage. C'est ces gens-là qui vont faire en sorte que la demande, la croissance pour l'aviation va continuer d'exister. Exact. Faut pas voir ça au Canada. Au Canada, on est quoi? 40 millions? Aux États-Unis, quoi, 270. Mais bon, quand tu regardes à l'échelle de la planète, je crois qu'on est rendu 8 milliards. Alors, il y en a des voyageurs. Alors, puis là, tu as deux catégories. Tu as les avions commerciaux, puis tu as les avions d'affaires. Alors, tu as beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont riches qu'auparavant. Bon, ça demeure une infime partie quand même de la population, mais les avions d'affaires, ça va quand même bien. Puis les avions commerciaux, ce qui arrive, c'est que sur le marché, les avions commerciaux sont développés en ayant en tête l'environnement. Et là, tu as un paquet de normes de Transport Canada et des pays sur l'environnement, tout ça. Et ces avions-là, on a la chance d'en avoir une ici à Montréal, qui est bâtie à Montréal. Mais ces avions-là qui sont plus éco-énergétiques, si je peux faire la comparaison, et qui sont friendly au niveau de l'environnement, sont de plus en plus en demande. Et ils vont remplacer des avions qui sont plus âgés, qui malheureusement ne rencontreront plus ces requis-là. Jumelés à de l'économie, qui des fois est en bas, des fois est en haut, mais tu as des gens qui voyagent. Les gens sont plus ouverts sur le monde. Oui, on a eu la pandémie. Alors, tranquillement, la pandémie, je pense que les gens ils ont été sédentaires pendant quelques temps. Alors, tout le monde a eu le goût de voyager. On se souvient de la saga des passeports
pour le gouvernement Canada, mais bon, c'est parce que les gens vont demeurer des humains, ils ont toujours le goût de voyager, tout ça. Et si les entreprises font des avions qui sont plus friendly au niveau de l'environnement, bien, tout ça est là. Et là, ça c'est le marché où tu fabriques les avions, mais aujourd'hui, tu as aussi des avions, exemple, pour soit des commerciales ou des avions d'affaires, qui eux ont peut-être 15-20 ans, alors sont tout à fait parfaites pour les états de vol, mais souvent, les compagnies vont changer les intérieurs, que ce soit de l'intérieur commercial, vont les ramener au goût du jour, que ce soit aussi pour les avions d'affaires, vont ramener leurs intérieurs au goût du jour. Alors, il y a aussi un marché pour les avions usagés pour lesquels ils veulent refaire leur cabine. Et aujourd'hui, ce qui est in, évidemment, tout le monde veut être connecté. Aujourd'hui, je serais curieux de voir ceux qui n'ont pas de téléphone. Alors, tout le monde veut rester connecté. Alors, aujourd'hui, tu as des avions qui sont en service qui n'ont pas vraiment de connectivité, tout ça. Donc, il va y avoir aussi ce mouvement-là pour transformer ces avions-là, que ce soit un avion commercial où les passagers, tout le monde veut s'atteler, des vols de 10 heures, bref, tu veux rester connecté, ou des avions d'affaires où le principal, lui, au prix où il a payé l'avion, il veut avoir tous les commodités. Parce qu'il veut continuer à faire sa business pendant les vols. Tu sais. Fait que tu as un paquet de mouvements comme ça qui fait que l'aéronautique, il ne faut pas presque t'écouter les publicités ou les nouvelles parce que malheureusement, ça a toujours créé un ombre sur ce qui se passait vraiment sur le terrain. Puis mon message quand je parle aux jeunes et aux parents, et souvent, j'utilise cette stratégie-là. Les parents sont plus inquiets des fois que les jeunes. Et je demande aux parents, prenez une petite marche de 2 minutes, là, je vais parler à votre jeune. Tranquille. Puis après ça, je prends les parents, je dis aux jeunes, va faire une petite marche. Puis là, ben, je leur explique un peu la réalité. Puis la plupart des parents disent, ah ouais, mais c'est pas ça que je pensais que c'était, c'est pas ça qu'on entend. Tout ça. Et quand tu leur expliques toutes les possibilités d'emploi qu'il y a, alors là, ils sont là, oh mon Dieu, je pensais pas qu'il y avait tant que ça de possibilités pour mon enfant. Puis chacun des parents prend un genre de fierté à ce que son enfant ait un bon travail, tout ça. Mais c'est un travail de longue haleine qu'il faut changer un peu la perception. Parce que l'aéronautique, pour moi, bon, je l'ai dit tantôt, j'avais 4 ans, ça a toujours été cool, ça va demeurer cool, tout ça. Mais ça m'a permis d'avoir une excellente carrière et ça l'ouvre un paquet de portes. Parce que quand tu apprends le métier d'aéronautique, s'il arrive quelque chose, tu peux aller faire du génie mécanique sur d'autres domaines que l'aéronautique. Fait que tu as quand même des filets de sûreté au cas où, pour ne pas tout mettre rose, là, au cas où il y aurait des passes où c'est un petit peu plus difficile, il y a quand même d'autres... c'est très transversal comme compétence. Hein. Je veux dire, tu peux... Puis présentement, tu vois, il y a des gens de l'aéro qui sont allés fabriquer des autobus. Finalement, les autobus électriques, ça va pas super bien. Donc, ça retourne beaucoup en aéronautique. Donc, ça ouvre une infinité de portes. Mais je reviens sur les types d'appareils, les changements d'aéronefs, tout ça, que ça évoluait beaucoup. Fait que je parlais des longs courriers parce qu'il y a une époque, je me souviens, l'A380, le but c'était de... Pardonnez-moi l'anglicisme, de pacter le plus de monde possible dans l'avion, puis allez, on part pour un vol en Europe. Aujourd'hui, la tendance revient davantage aux plus petits appareils, pour le nommer par exemple l'A220, qui marche super bien. Plus petits appareils, plus écologiques, c'est plus intéressant pour les transporteurs aériens d'utiliser ce type d'aéronef-là sur par exemple des longs courriers Montréal-Paris. Bon, c'est mon opinion personnelle, évidemment. Alors, je n'ai pas aucune donnée et tout ça. Je ne suis pas devin non plus. Mais tu prends, exemple, un Airbus 380. Oui, on pouvait rentrer presque 500-600 personnes. Et bon, ça, c'est bon, mais probablement que tu peux prendre 3 Airbus 220 qui vont coûter probablement moins cher à opérer, les 3 ensemble qu'un Airbus 380. Et maintenant, un Airbus 220, le rayon d'action de cet avion-là, tu peux aller Montréal, tu as quand même beaucoup de distance que tu peux faire. Et on a vu une vague aussi pendant la pandémie où les Airbus 380, les Boeing 747, les gros porteurs ils étaient plus délaissés en faveur des plus petits. Les gros porteurs qui restent aujourd'hui, il reste encore du Boeing 787, du 777. Évidemment, quand Airbus a développé le Airbus 350, on voit tout de suite sur l'Airbus 350, tu as beaucoup plus de composites. Donc déjà là, l'avion est moins pesante, est plus facile à opérer, moins de coûts. Puis ça demeure qu'il va toujours avoir un besoin de gros porteurs puis de longs courriers
Parce que si tu pars, exemple, de l'Australie et que tu veux t'en aller à Londres, je pense pas que les gens sont intéressés à faire 4 vols. Donc, mais les gros porteurs qui résistent aujourd'hui, c'est les gros porteurs où il y a beaucoup de matériaux composites, où ils ont fait une avancée technologique versus les anciens gros porteurs. Puis les avancées technologiques sont au niveau des matériaux, sont au niveau de l'aérodynamique, sont au niveau aussi beaucoup des motoristes qui introduisent des moteurs à haute efficacité, tout ça. Et on a à se souvenir où, avant, pour traverser l'Atlantique, ça te prenait 4 moteurs. À un moment donné, dans les fin des années 70, avec le L10-11 et le DC-10, 3 moteurs, ils ont fait le nouveau E-Top à 3 moteurs. Puis à un moment donné, quand le Boeing 767 est rentré sur le marché, ils ont fait les E-Top à 2 moteurs seulement. Donc, les moteurs sont tellement fiables, les avions sont tellement fiables qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher opérer des vols, exemple, transatlantiques avec des modèles d'aujourd'hui comme du Airbus 350, du 787, du 777, que ça pouvait coûter, exemple, avec un Boeing 747 qui rentrait 400 personnes, mais dans un Boeing 777, aujourd'hui, il en rentre 350. Alors, c'est presque équivalent, mais les coûts d'opération sont beaucoup plus faibles. Mon opinion encore, mais bon, je ne suis pas un spécialiste non plus Non, mais ça reste fort intéressant. Fait que, au niveau, il y a encore beaucoup de développement à faire au niveau de l'aviation, que ce soit d'affaires ou commercial, au niveau des technologies, au niveau des performances des aéronefs. Là, par exemple, l'A220 qui vient de sortir, mais il y a encore beaucoup de potentiel là, pour améliorer ces technologies-là. Oui, et puis aujourd'hui, tu as des petits mouvements encore pour peut-être réintroduire du supersonique dans le marché, malgré qu'on est quand même peut-être un petit peu plus loin pour ça. Tu as beaucoup de mouvements aussi pour les avions VTOL, donc les décollages, atterrissages verticaux, tout ça, qui sont plus petits. Et ça, bref, c'est tout en composite. Tu as beaucoup de potentiel aussi pour ce qu'ils font, ce que les avionneurs font. Ils développent un avion et là, ils font quelques versions. Par exemple, l'Airbus 350, il y a une version X, il y a une version 1000 Ultra Long Range. Ça, alors, ils jouent beaucoup avec les matériaux et là, à un moment donné, je ne sais pas s'il va y avoir un jour une limite. J'imagine que oui. Puis, tu sais, on regarde, là, premier vol, 1903, right? Les frères Wright. Je suis un passionné d'histoire aéronautique aussi, pour ceux qui se demandent. Alors, 1903, frères Wright. Et entre 1903 et 1969, il y a combien d'années? 60? 66? On est passé de premier vol de coucou à envoyer un homme sur la Lune en 60 ans. Okay? Et là, tu prends de 1969 à aujourd'hui, c'est mon âge, alors ça fait 55 ans. Et on est passé de l'avènement des avions commerciaux de longue portée, tout ça. Et déjà là, encore, dans ces mouvements-là, tu as eu un paquet de percées technologiques qui fait qu'on n'a pas arrêté de développer les avions. Et là, on se dirige aussi vers d'électrique. On commence à parler d'avions électriques, tout ça. Alors, c'est pas terminé, cette évolution-là. Là. Puis, tu penses quoi, toi, de l'avion électrique? Par exemple, l'automobile, présentement. C'est certain, on dirait que l'automobile qui semblait être le Saint Graal ou l'œuvre de Jacques, comme produit qui allait faire en sorte qu'elle allait moderniser, qu'elle allait transformer complètement une industrie, une façon de se transporter. Puis là, on constate certains transporteurs, par exemple, fabricants d'automobiles, peuvent remettre en question aussi l'électrique. Puis finalement, pour lui parler d'une date de 2030, 2035 pour les automobiles. Pour les automobiles, oui. 2035, je crois. 2035, hein, c'est ça pour ce qui est de fabriquer uniquement des automobiles électriques. Plusieurs même remettent en question ça. Au niveau de l'aviation, le modèle électrique ou le modèle hybride, est-ce que c'est un avenir vers lequel les manufacturiers se penchent vraiment ou c'est encore en réflexion? Je te dirais, il y a les deux. Évidemment, tu as certains manufacturiers qui sont rendus plus loin que d'autres. Et aujourd'hui, tu vois le mouvement, tu as beaucoup de petites compagnies, start-up, qui pensent à mettre sur le marché des avions électriques. Évidemment, ils ne sont pas tous rendus au même stade. Je crois qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 de l'électrique, c'est le poids des batteries. Alors, je nommerai pas le manufacturier, mais sur un certain type d'avion, on me disait, quand j'ai été visiter l'entreprise, tout ça,
et on me disait que la moitié du poids de l'avion, c'était les batteries. Et là, c'est pesant, tout ça. Et là, tu as aussi la limite de rayon d'action des batteries. Et là, aujourd'hui, les produits n'ont pas encore beaucoup de range possible. Donc, c'est entre 400-500 km dans des conditions idéales, là, avec pas trop de passagers, pas trop de bagages, tout ça. Donc, l'ennemi numéro un, c'est que c'est pesant, les batteries. Puis, la distance franchissable avec les avions électriques fait que c'est propice à des marchés très particuliers qui n'ont pas besoin d'avoir des distances franchissables élevées, mais on est loin de pouvoir faire un vol Montréal-Paris, Montréal-Londres avec un avion électrique. Mais, encore une fois, c'est de l'évolution. Alors, il faut commencer en quelque part, puis et il y a aussi toutes les normes de certification. Alors, je lance un appel ou juste un questionnement. Dans les lois de la FAA puis de la Transport Canada, un moteur d'avion, c'est un moteur d'avion. Mais quand c'est sur un avion électrique, c'est pas un aircraft engine, c'est un moteur électrique. Alors, comment la certification de ça va se dérouler? Quelles normes tu mets en place? Et les entreprises là, sont en train de définir ça. Et ça va encore changer. Alors que tous les normes sont faites pour des aircraft engines, mais il n'y a pas encore une autorité de certification qui a émis des règlements clairs, nets et précis sur comment on va traiter la certification d'un moteur électrique. Et il y a certains fabricants qui designent eux-mêmes et qui fabriquent leur propre moteur électrique, mais sont là rendus à travailler avec Transport Canada ou la FAA, dans ce cas-ci, pour voir, OK, mais maintenant, ce n'est pas un aircraft engine. Alors, la norme qui dit X, Y, Z, bien, ça ne s'applique pas pour moi, là. Alors là, c'est aussi ça en développement. Je pense que l'électrique, aujourd'hui, ça va débuter probablement par du transport de colis. Okay? Pourquoi? Parce que quand tu mets des occupants dans ces avions-là, alors tu dois rencontrer un paquet de normes pour la sécurité des occupants. Alors, c'est peut-être un petit peu moins contraignant de transporter des colis au début, parce que tu as peut-être un petit peu moins de normes, et là, tu développes avec les autorités les requis pour la sécurité du passager, et à un moment donné, là, tu vas avoir des normes pour les avions passagers, et là, on va commencer à avoir ces avions-là pour des passagers. Oui, parce que ce qu'on a pu commencer à voir, c'est un certain, je pense à Dubaï, entre autres, là, ils lançaient des taxis volants. C'est plus des drones, en fait, pouvant habiter une ou deux personnes. Là. Mais c'était pas, on est loin encore là, de l'avion qui peut transporter. Oui, puis souvent, il faut juste penser. Bref, aujourd'hui, on pense à Montréal, qui est à peu près la pire ville pour les embouteillages, tout ça. Et là, tu t'imagines s'il se met à avoir un paquet de taxis dans les airs. Comment tu gères la circulation, tout ça? Alors, bon, le produit, il peut fonctionner, tout ça, mais si tu commences à avoir un paquet de trucs, alors tout ça, là, c'est tout à définir pour le futur. La bonne chose, c'est qu'il n'y a rien de défini, puis là, tu as un terrain de jeu complètement ouvert. Et tu peux définir ça. Right? Tu n'es pas obligé de démarrer avec... mais le terrain de jeu complètement ouvert, ça veut dire quoi? Il va y avoir beaucoup d'évolutions, beaucoup d'essais-erreurs, puis à un moment donné, les normes vont se faire. Mais quand tu as un terrain de jeu ouvert, c'est peut-être un peu long avant de définir tes règles de jeu exactes. Ah ben fort intéressant, Robert. Donc, déjà 1 heure de passé. On n'a pas vu le temps passer. C'était rapide. Donc, je dirais peut-être mot de la fin. Robert, tu as eu un parcours exceptionnel en aéronautique. Si j'avais demandé, toi, tu as parlé un petit peu de l'avenir de l'aéro, comment tu voyais ça par les étudiants. Toi, comment tu te vois sur une touche plus personnelle? Comment tu vois le restant de ta carrière en aéro? Je m'en allais dire comment je la vois à la retraite. Mais bon, alors, bientôt. Mais comment moi je vois, et c'est un choix qui est très personnel. J'ai pris la décision, à un moment donné, de ma fin de carrière, ce que je voulais faire, c'était redonner mon savoir aux jeunes ou à d'autres individus. Pas nécessairement juste aux jeunes, mais je trouve que j'ai eu une excellente carrière. J'ai beaucoup de connaissances aéronautiques, de 1 par ma passion, de 2 par ma formation et de 3 par les emplois que j'ai eus. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu la chance d'avoir ça. Bon, moi, les astres étaient alignés pour ça, mais vraiment,
ma fin de carrière, moi, en aéronautique, je veux essayer de retransmettre cette passion-là à d'autres personnes pour que, justement, les gens passionnés puissent continuer tout ça. Et à la fin de ma carrière, j'ai dit, bon, j'ai pu influencer positivement un paquet de gens. Je vais mettre un crochet dans ma boîte et je vais dire... Mon plus grand cadeau, c'est un des employés. À un moment donné, on est à un party de Noël et il vient me voir, il dit, avec sa femme, et il dit, c'est à cause de lui. Et là, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu as donné une conférence, Robert, à un moment donné, puis il dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais travailler en aéronautique. Honnêtement, pour moi, ça fait mon bonheur total. Parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, je veux travailler pour essayer que les gens aient les compétences, ça, pour pouvoir essayer de redonner la chance que j'ai eue, parce que c'est vraiment de la chance, puis de redonner cette passion-là aux gens. Fait que ça, c'est du côté personnel, qu'est-ce que j'aimerais faire d'ici ma retraite. Ah, ben c'est génial. Ben, écoute, avec ce que tu exprimes là, je pense que déjà ce soir, tu en as inspiré plusieurs. Tu vas en avoir aussi. Plusieurs vont avoir appris énormément. J'ai appris énormément aussi avec ton témoignage aujourd'hui. Puis, écoute, on espère te revoir au podcast Aéro Show. Ça a été un infiniment plaisir. Alors, si vous me réinvitez, je vais définitivement revenir. Alors, j'espère que ça a été intéressant pour tous les gens qui ont pu écouter le podcast. Évidemment, vous pouvez probablement contacter Jean-Sébastien suite à la diffusion du podcast. Et s'il y a des gens qui veulent me contacter et qui désirent aller prendre un café, choses comme ça, alors ça va être dans le possible. Je ne donnerai pas de coordonnées aujourd'hui. Je vais attendre que ça passe à travers Aéro-Emploi et Jean-Sébastien. Mais c'est des choses que j'adore faire, alors ça va être dans le domaine du possible. Génial. Écoutez, merci Robert. J'annonce déjà qu'il va y avoir une prise 2, prochain rendez-vous avec Robert, et je vous invite à nous envoyer vos questions pour Robert. Vous avez une encyclopédie de l'aéronautique avec nous. Donc, Robert, je te dis tout de suite à une prochaine. Merci infiniment à tous. Passez une excellente journée et au prochain rendez-vous. Merci à tous.